Une saison de podcast, ce sont des dizaines d'heures d'enregistrement. Des économistes, des entrepreneurs, des chercheurs, des personnalités politiques. Et parfois, au détour d'une phrase, une idée qui vous oblige à regarder le monde autrement. Alors avant de refermer cette saison du regard décalé, j'avais envie de revenir sur ces moments où mes invités m'ont vraiment surprise. Ceux qui nous rappellent qu'en économie, comme ailleurs, les réponses sont rarement là où on les attend. Bienvenue dans ce best-of du regard décalé. Je pense qu'on se trouve, dans une nouvelle ère, hein, donc surtout l'Europe devra faire très attention, hein. On le voit très bien, on ne parle plus de globalisation. Pour l'instant, on assiste à une déglobalisation et les grandes économies, que ce soit l'Inde, la Chine, les États-Unis et l'Europe, ils essaient tous d'avoir, le contrôle sur les matières premières, devenir moins dépendants de parties externes en matière d'énergie. Donc on vit vraiment dans une nouvelle ère. On entend souvent que l'économie est une science de chiffres. Pourtant, le premier regard qui a changé cette saison n'avait rien à voir avec les statistiques. Il nous rappelait que derrière les marchés, il y a surtout une lecture du monde et que parfois les événements que nous jugeons historiques ne bouleversent même plus les investisseurs. Je pense que, enfin, les marchés sont presque et surtout les marchés anglo-saxons, sont quasiment habitués maintenant à ce qui se passe, plein de choses. Maintenant, dernier exemple, monsieur Powell, hein, qui quand même, décidé de publier, un article et là aussi, j'avais quelqu'un de tes collègues en ligne qui me disait: «Ouais Eric, c'est maintenant sell America». Je dis: «Non», il y avait aucune réaction sur le marché. On voyait que le dollar gagnait même, on était à 1,16 2 contre 1,16 80 la veille. OK, le taux à 10 ans montait un tout petit peu, mais il n'y avait pas de correction, boursière et donc voilà, les marchés sont habitués, certainement les marchés aux États-Unis. Alors deuxièmement, je pense qu'il convient de regarder les fondamentaux de cette économie, américaine, quoi qu'on en dise, hein. L'air de rien, on parle de marché ultra susceptible à un marché, bah, tu dis habitué, mais allez, on est quasiment dans un marché. C'est du blasé là, ça veut dire que, je sais pas, dans la psychologie, on appellerait ça une espèce de dissociation. Il fait plus attention à rien, ça ne l'émeut plus Mais on fait attention surtout aux fondamentaux, macroéconomiques pour l'instant. Donc, tout ce qui est géopolitique, tu sais, ça fait maintenant plusieurs mois que Donald Trump essaye de faire en sorte que madame, Cook ne fasse plus partie de la fête. Bon, on le sait, c'est son but. On sait très bien que d'ici quelques mois, il va remplacer quelqu'un, à la tête de la fête qui, vraisemblablement fera ce que monsieur Trump demandera. Et qu'est-ce qu'il demande, ce monsieur Trump? Beh, justement, il veut que les taux soient revus à la baisse. Hein, donc à court terme et même dans cette, perspective-là, je pense que les marchés se disent: «OK, ça va». D'un autre côté, l'économie, elle est ce qu'elle est et aux États-Unis, elle n'est pas aussi mauvaise qu'on le pouvait penser. Ce changement de regard m'a poursuivi toute l'année parce qu'il nous oblige à accepter une idée contre-intuitive. Ce qui nous semble spectaculaire n'est pas toujours ce qui transforme réellement l'économie. À l'inverse, des décisions beaucoup plus discrètes peuvent avoir des conséquences immenses. Et c'est exactement ce que Philippe Ledor nous expliquait en parlant du budget belge. Il y a des efforts qui ont été réalisés, ça je pense que personne ne doit le nier, mais c'est compte tenu de la dégradation, passée et future automatique liée au vieillissement, liée à l'augmentation des taux d'intérêt, les efforts qui ont été réalisés sont insuffisants et que, à politique inchangée, mais donc compte tenu des réformes qui ont été, menées, on se retrouverait, avec un déficit de l'ordre de 6 du PIB à l'horizon 2030, et que finalement, dans un premier temps, à très court terme, les mesures qui ont été prises permettent à peine de stabiliser ce déficit aux alentours de 5 et puis après, dans un deuxième temps, notamment compte tenu de mesures, hein, d'allègements, fiscaux qui sont attendus, plutôt sur la fin de la législature, eh bien, on a une dégradation, une nouvelle dégradation. Donc, je vais dire, il y a pas énormément de neuf, hein, sur le constat, attention, ce constat n'est certainement pas de dire que ce qui a été fait en termes de réforme ne sert à rien. La situation serait encore bien pire si les mesures qui ont été, prises n'avaient pas été prises, mais que fondamentalement, c'est insuffisant. Ce qui m'a frappé dans cette discussion, c'est qu'on parle souvent des milliards comme s'il s'agissait d'un problème comptable.
Mais un budget n'est jamais seulement une addition ou une soustraction, c'est toujours une succession de choix. Et ces choix racontent une vision de la société. Un assainissement des finances publiques se fait toujours par l'accumulation il y a il y a les grosses réformes et puis il y a toute une série de mesures. Par contre, ce qu'il est clair, c'est que cette mesure de limitation de l'indexation apparaît plutôt comme une espèce de mesure prise dans l'urgence visant à faire des économies sur la dépense salariale au niveau des fonctionnaires, quel impact direct, le plus visible de la mesure sur les finances publiques. Et effectivement, là, on peut plutôt se demander si on n'a pas, enfin, on n'a pas ouvert, une boîte de Pandore ce qui crée toute une série de conséquences pour finalement une mesure d'épargne ou d'économie d'urgence. Sachant que, sur le fond, on l'a très bien vu et les syndicats ne sont pas contents de cette mesure, mais les employeurs ne sont pas contents. Donc ça veut dire que du côté des employeurs eux-mêmes, considèrent que l'effet gain de compétitivité est extrêmement limité dans la forme que la mesure prend, pour le moment, au point qu'ils étaient et il faut encore le souligner, il y avait un accord entre les partenaires sociaux pour proposer autre chose en matière d'indexation, avec certes beaucoup moins d'impact budgétaire de très court terme, mais probablement avec un impact de long terme qui aurait été bénéfique pour l'économie, belge. Donc, moi, j'aurais tendance plutôt à critiquer le fait que là, on ait vraiment préféré l'économie de court terme à l'effet bénéfique de l'alternative qui était, une mesure plus bénéfique à long terme, en ce compris probablement pour la compétitivité ou les chocs de compétitivité, en cas de choc, sur les prix de l'énergie. Donc là, je dirais que favoriser ici cette rentrée ou cette économie de court terme par la non-indexation des salaires, de bon nombre de fonctionnaires, ce qu'on peut et de pensions les plus élevées, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a un volet allocation sociale et pension au-dessus de 2 000 €. Hem, beh, voilà, c'est vrai que là, il y a un peu une incompréhension généralisée par rapport à ça, sachant par ailleurs que d'un point de vue, budgétaire, bah, il ne faut pas oublier que ceux qui regardent l'évolution des finances publiques la regardent à court terme, la regardent aussi à long terme. Donc il aurait quand même été possible d'expliquer que, se passer de cette économie de court terme, mais en mettant en place un mécanisme structurel une réforme profonde de l'indexation, pouvait fondamentalement se justifier. Mais soit, voilà, c'est un choix politique. Changer de regard, c'est aussi accepter que l'économie ne fonctionne jamais dans le vide. Elle est traversée par les rapports de force politiques et parfois géopolitiques. Cette année, Donald Trump nous en a offert une belle démonstration. L'administration américaine aurait, semblerait-il, mené une enquête en estimant que ces 60 pays sont ceux qui ne respectent pas ces règles-là. On sait très bien que c'est un argument qui est complètement fallacieux et que c'est la seule façon qu'ils avaient pour essayer de réimposer ces droits de douane. À côté de ça, il faut quand même savoir qu'il y avait déjà des accords qui avaient été signés. Si je prends le cas de l'Union européenne, on a des accords qui ont été signés. Il y a encore des discussions avec la Chine pour le moment. Et donc, ça pose la question de savoir, ça vient en plus, ça vient à l'encontre des accords qui sont déjà signés. Et là, on est dans un flou total et on se rend bien compte, les derniers messages qui ont été pas plus tard que ce matin, c'était de dire, ben non, s'il y a des accords, finalement, on restera sur base des accords. Au fond, ce n'est pas vraiment une histoire de taxes, plutôt une histoire de puissance, une manière de nous rappeler que l'économie est devenue l'un des principaux terrains d'affrontement entre les grandes puissances. Et Bernard Keppen va encore plus loin. Je pense qu'il faut regarder le sommet Xi Jinping-Trump du mois de mai de cette année-ci, qui vient de se produire. Il est peut-être très symbolique du transfert de témoins entre les États-Unis et la Chine. Pas volontaire, hein, c'est pas un transfert volontaire comme dans une course, hein, ce témoin. On a vu quelque part que probablement on va avoir dans les années qui viennent, alors peut-être plus que dans 10 ans, mais dans 20 ans ou dans 30 ans, que le leader au niveau mondial, ce ne sera plus les États-Unis, mais ce sera la Chine. On a connu dans l'histoire hein, des grands empires qui ont disparu au fur et à mesure. Le dernier, c'était l'Empire britannique, et maintenant ce sont les États-Unis. Eh bien, probablement
que là, on est parti pour avoir l'empire chinois qui sera dominant par rapport aux États-Unis. Et puis il y a eu cette autre conversation qui m'a particulièrement marquée, parce qu'elle nous obligeait cette fois à regarder notre propre pays autrement. Mais ce qu'on vit maintenant en Belgique est une situation un peu particulière. On a d'abord un budget pour l'année 2026 qui a été en grande partie fondé sur des hypothèses irréalistes, portant notamment sur le fait qu'on aurait des effets retours, c'est-à-dire que si on met en œuvre un plan de relance et ou qu'on baisse des impôts, c'est-à-dire qu'on injecte des euros dans l'économie, il y a un moment des recettes fiscales qui en sont extraites parce que cette croissance économique induite par les plans de relance ou les baisses d'impôts génère de la croissance et donc des recettes. Et donc l'idée originelle, c'était qu'il y allait avoir à peu près 7-9 milliards d'effets retours au terme de l'année 2027. Mais ces effets retours sont en fait en grande partie factices. D'abord, ils ont été exagérés parce qu'on considère en économie que quand on injecte 1 euro dans l'économie, il y a peut-être 20 centimes, 30 centimes qui en sortent à terme. Ici, le gouvernement avait pris 60 centimes, ce qui est tout à fait exagéré. Et d'autre part, il y a peu d'effets retours dans une économie très ouverte comme la Belgique, et en plus qui est frappée par le vieillissement de la population. Parce que le grand problème, c'est en fait les dépenses sociales. Et ça m'amène au deuxième grand déséquilibre, c'est qu'on a en Belgique un double système, c'est-à-dire que la fiscalité est fondée sur ce qu'on appelle la capacité contributive des citoyens, c'est-à-dire leur capacité à contribuer au financement de l'État, selon leurs moyens. Et d'autre part, on a un financement de la sécurité sociale qui est basé sur un concept d'assurance, c'est-à-dire qu'on cotise, en fait, non pas pour soi, pour les plus âgés qui sont retraités, en soins, pour les plus jeunes qui viennent de naître, pour les personnes de notre génération qui sont par exemple au chômage, malades ou invalides. Et donc, en fait, la solidarité intra- et intergénérationnelle est fondée sur les cotisations. Mais comme on fait face au vieillissement de la population, qui est aggravé par le baby-boom d'après-guerre, qui maintenant devient un papy-boom, et heureusement augmenté par l'espérance de vie, on n'a plus assez de cotisations sociales. Ce qui veut dire que c'est l'impôt qui doit maintenant couvrir la moitié des dépenses sociales. Donc on a non seulement un budget qui a été établi sur des bases qui sont, je pense, fictives, erronées, et d'autre part, on a un déficit grandissant de financement de la sécurité sociale. Ce qui veut dire que si on veut garder un État social, bien qu'il ait déjà été raboté, en partie à juste titre d'ailleurs, on va devoir augmenter les impôts. Cette image est restée, parce qu'en quelques mots, elle résume quelque chose que des centaines de pages de rapports peinent parfois à expliquer. Et surtout, elle rappelle qu'aucun problème économique ne disparaît simplement parce qu'on cesse d'en parler. Je parle simplement du sentiment de violence qui est en train de se développer dans la société et qui consiste maintenant à observer que les gens moins nantis sont furieux de voir qu'ils sont les abandonnés d'une évolution qui les sacrifie. Les gens qui ont des revenus sont furieux de devoir payer des impôts. Les gens du haut marchand se sentent légitimement abandonnés au motif que tout doit être marchand et productif et efficient, sinon on ne fait pas société. Et donc moi, je crois qu'on arrive à un point maintenant qui devient un tout petit peu, pas dangereux, mais un point qui devient prébouillonnant Ouais. en termes d'unité sociale. Et tout ça met en cause finalement ce que j'appelle le patriotisme, parce que le patriotisme, c'est pas du tout des soldats rangés derrière un drapeau, hein. Le patriotisme, c'est un projet de société. Et la vraie question, c'est de savoir, mais quel est le projet de société qu'on veut avoir? Si le projet de société, c'est une ligne Excel d'un budget, on ne fait pas société. Si par contre, on a un projet de société positif qui montre qu'on est capable d'inclure les gens dans quelque chose qui les englobe, quitte à ce que les gens plus nantis payent plus d'argent, quitte à ce que ce soit un peu plus injuste pour eux en termes de bénéfices sociaux, voilà. Si on n'est pas capable de faire ça, ça va poser un problème. Cette saison s'achève, mais une chose est sûre, le monde, lui, ne s'arrête jamais de changer. Si ce podcast porte bien son nom, alors j'espère qu'après cette saison, vous ne regarderez plus tout à fait l'actualité de la même manière. Merci d'avoir été aussi nombreux à écouter ce regard décalé, à réagir, à partager ces épisodes et à faire vivre ces discussions. Passez un bel été et on se retrouve en septembre pour une nouvelle saison du regard décalé. C'est tout pour l'instant. À partir de février, nos podcasts quotidiens changent de canal. Le journal des marchés rejoint Trends Bourse et nos podcasts de décryptage sont désormais disponibles sur Trends Tendance. Abonnez-vous sans plus tarder à ces deux cadeaux. À très bientôt.